Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour le rewind de la semaine 3. Et pour ce faire, je suis accompagné par deux de mes camarades. Doug, comment ça va ce soir ? Salut l'équipe, salut tout le monde. Écoute, ça va très bien. Déjà la 3e semaine, on se régale, des surprises de partout. Et non, c'est top. Ouais. Et pour parler de tout ça, nous avons aussi PA avec nous. PA, comment tu vas ? Salut les gars, bonjour à toutes et à tous. Écoute, ça va très bien. Ravi de parler avec vous de cette semaine 3 et de retrouver Doug de retour de vacances de Copacabana. Ça fait plaisir de le revoir. Ouais, Copa Corsica. On voit le teint hâlé et bronzé, donc nickel. Il a pris le soleil, ça fait du bien. Avant de plonger, messieurs, dans cet épisode, je rappelle, abonnez-vous à le Front Office sur toutes les plateformes, donc Twitter, où nous sommes le plus actifs, mais aussi Instagram, YouTube et Twitch, où les lives vont bientôt reprendre. On peut vous le dire, si on est épargné par la technique, et on commence à s'en rapprocher petit à petit, ça devrait pouvoir se faire très très bientôt. Avant de lancer l'épisode, on a très légèrement adapté le conducteur, car oui, on écoute vos retours, et certains nous ont remonté que le compte-rendu de la semaine au début, avec les scores de tous les matchs, était peut-être un peu long pour se mettre dans l'épisode. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt le garder pour la fin d'épisode, et on parlera en 2 minutes des matchs que nous n'avons pas cités dans tout ce qu'on aura dit avant. Et donc, notre première rubrique, c'est bien sûr l'employé de la semaine, et je suis obligé de lancer PA, puisque le joueur qu'il a mis, j'ai fortement hésité à le mettre. Ouais, cette semaine, je suis parti sur Jaden Daniels. Alors, pour évoquer un petit peu les coulisses, on commence un petit peu l'émission, en tout cas à écrire l'émission le lundi, en se disant, bon, s'il y a des trucs qui se passent le lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi, pourquoi pas le rajouter ? Bon, il s'avérait qu'il y a eu quand même des petits tremblements en NFL sur les 2 matchs de la nuit. Donc moi, je suis parti plutôt du côté de Washington pour parler de Jaden Daniels, qui a fait un match stratosphérique, qui a roulé littéralement sur la défense des Bengals. 38 points contre les Bengals. Il a loupé seulement 2 passes sur l'intégralité du match. 2 touchdowns à la passe, 1 touchdown à la course, une connexion avec McLaurin qui commence vraiment bien à se faire, parce que 4 réceptions et 100 yards sur l'intégralité du match. Et moi, ce que j'ai retenu, au-delà de son match ultra complet, c'est le dernier drive justement qui amène au dernier touchdown justement de McLaurin en fond de end zone. Le drive fait 12 jeux, il dure 7 minutes 30, ils ont égrené le chrono au possible, ils ont laissé aucune chance quasiment aux Bengals parce qu'il restait uniquement 2 minutes et il me semble quelques temps morts pour les Bengals pour revenir de 2 possessions, donc quasi mission impossible. Ça a été, on a l'impression de voir un vétéran sur le terrain porter son équipe. Pour le coup, la O-line l'a quand même plutôt bien protégé. Le jeu de course était relativement bon contre une défense des Bengals. On pourrait revenir sur d'autres émissions contre la course notamment, qui est affreuse depuis l'année dernière et cette année, ça n'a pas changé. Donc chapeau bas à Jaden Daniels. Et du coup, je rajouterais aussi, j'ai vu une stat passer, sur les 2 derniers matchs, il n'y a eu aucun punt et aucun turnover du côté de l'attaque de Washington. Donc bravo. Alors c'est vrai que le match dernier contre les Giants, ils ont fait que des field goals. Mais quand même, il faut arriver jusqu'en red zone. Donc, offensivement, ça tire vraiment bien la route. Et je pense que Jaden y est quand même pour quelque chose. Le punter de Washington, il va pouvoir pointer chez France Travail, la rubrique si chère à Doug. Je l'ai vu à Copa Corsica la semaine dernière. Il pouvait y rester encore une semaine. Il est rentré pour le match, mais finalement... on dirait les mecs qui sont convoqués genre dans la liste de l'Euro de football, c'est le 23e homme, il voit jamais le terrain, le mec, au lieu de prendre un mois de vacances, il s'est tapé 1 mois à juste s'entraîner, à attendre qu'il se passe un truc. C'est ça. De substitute. Ouais, exactement. C'est le Pascal Chibonda de la NFL. Oh, la ref pour les anciens. Tu sens le podcast de trentenaire et plus, quoi. Pascal Chibonda, il n'y a pas tout le monde qui va l'avoir.
Mais pour le coup, j'ai vu des images passer sur des tweets ou des trucs américains où, aux États-Unis, quand ils recherchent une personne, tu sais, sur les briques de lait, ils mettent souvent la photo en disant, voilà, on recherche cette personne. Et bah là, du coup, des montages avec la photo du punter, parce que ça fait 2 matchs qu'on l'a pas vu. Je trouve ça génial. Et le mec, la prochaine fois qu'il va avoir à punter, il va se faire une élongation parce qu'il sera pas chaud. Il aura pas fait ça depuis 1 mois et demi. Ok, on a fait le tour pour Jayden Daniels. Donc, je vais te laisser enchaîner avant de parler de mon joueur, puisque, pareil, le joueur que tu as cité, quand j'ai fait un petit peu mon tour des feuilles de stats et des grosses impressions de mon week-end, il était dans ma playlist. Eh ben oui, écoute, moi je suis parti sur le linebacker des Vikings, Jonathan Greenard. Jonathan Greenard qui a fait un match assez stratosphérique aussi de son côté, mais à l'image en fait de cette défense des Vikings qui a été énorme et qui est énorme depuis le début de la saison. Il y a vraiment un gros travail qui est fait et là ça se voit parce que voilà, le mec finit le match avec 3 sacs, 4 tackles. On a vu un CJ Stroud qui était en permanence sous pression. Il y a 6 joueurs différents qui ont mis de la pression sur CJ Stroud pendant le match. Et contrairement aux autres années où on avait ce coordinateur défensif qui a tendance à blitzer tout le temps, là, maintenant, en plus, ça blitze pas tout le temps. Il y a des feintes de blitz, il y a quand même une couverture aérienne qui est encore très impressionnante. Enfin, franchement, il y a une défense des Vikings qui est... parce que bon, ils ont fait 50 peintres, quoi. Depuis un an, on s'extasie tous sur CJ Stroud. Là, je suis désolé, mais CJ Stroud, ils sont rentrés dans sa tête, ils ont pris les commandes et ils ne savaient plus quoi faire sur le terrain. Donc, j'ai mis en avant Jonathan Greenard parce que ça a été un petit peu le joueur le plus dominant en défense d'une défense ultra dominante. Ouais, totalement d'accord. Je rappelle, si je dis pas de bêtises, coordinateur défensif des Vikings, c'est Brian Flores. Voilà, Et j'ai l'ancien complètement head mangé le coach nom. des Dolphins, qui faisait déjà, je trouve, un bon travail vu le matos qu'il avait à Miami. Et en fait, c'est assez fou, mais je trouve que cette année, les équipes bien coachées sont récompensées. Ouais. Globalement, ceux qui viennent avec un bon plan de jeu, qui ont des bonnes idées, et ben, ça peut parfois compenser un petit manque de talent. Alors, il y a quand même des très bons joueurs dans cette défense des Vikings, mais c'est vrai qu'il y a 3 semaines en avant-saison, tu regardais sur le papier, tu disais Vikings-Texans. Je pense qu'une grande majorité de gens mettaient la victoire chez les Texans. Et là, en fait, ils ont marqué 7 points, ils n'ont pas vu le jour. Donc, franchement, ouais. Les Vikings, il y aura énormément de choses à dire sur eux, mais incroyable. Franchement. Il n'y a vraiment pas match. Hein. Ouais, c'est ça. Vraiment pas match. Ça s'est pas joué sur un coup du sort, quoi. C'est domination de A à Z, dans tous les Mais tu vois, compartiments. la semaine dernière, dans votre rewind, vous disiez que jusqu'à la fin, ça nous avait tenu en haleine sur tous les terrains. Putain, cette semaine, ça a été un petit peu l'inverse, quoi. Les matchs étaient pliés assez rapidement. Et là, pour le coup, celui-là, il était plié, archi-plié. On voyait pas, on avait l'impression, en face, il y avait Bryce Young, quoi. Le petit tacle gratuit. Non, j'abuse, mais franchement, non, c'était pas du tout un CJ Stroud qu'on a pu avoir l'habitude de voir sur les terrains depuis un an, quoi. Ouais, non, très clairement. Pauvre Bryce Young, il prend la balle perdue après avoir vu Andy Dalton lui passer devant. Mauvaise semaine pour lui. Lui, s'est fait humilier par procuration. Je sais pas si on va en parler. Si, on doit en parler, je crois, mais c'est incroyable. Allez, tu as parlé de matchs avec beaucoup d'écart. Moi, je vais parler d'un joueur qui a permis à son équipe de gagner un match très serré. Je vais parler de Kyren Williams, qui a été le grand artisan de la victoire des Rams face aux Niners. Une des grosses surprises de la semaine. Bien qu'il y ait des absences côté Niners, c'est aussi le cas côté Rams. C'est une des rares équipes qui peut dire qu'ils sont autant dépeuplés que les Niners. On parle quand même d'un Stafford qui a pour cible de Marcus Robinson et Tutu Atwell, donc voilà, qui serait dans certaines équipes des receveurs 4. Et en fait, même avec l'absence de Nakua, même avec l'absence de Cooper Kupp, on pourrait se dire que la défense se concentre plus sur Kyren Williams. Ça change rien. Il fait 2 TD au sol, 1 TD à la réception. Et surtout, il y a cette impression que le mec, il est 1, ultra solide et 2, ultra fiable. Et en fait, c'est tout ce que tu attends d'un running back. Tu peux vraiment mettre une attaque sur ses épaules et ça fonctionne. Alors, ils ont aussi gagné le match parce qu'ils ont réussi à ralentir un peu les
les Niners, mais c'est pas comme si les Niners passaient totalement au travers offensivement, quoi. Ils mettent 24 points avec un Jawan Jennings incandescent, qui en cas de victoire aurait probablement pu être dans cette catégorie. Mais là, Kyren Williams, même avec toute l'attention du monde sur le dos, il arrive à faire la diff. Et donc voilà, je voulais récompenser un joueur qui avait fait gagner un match serré, un match important à son équipe, et surtout valoriser un running back, parce que c'est une denrée de plus en plus rare d'avoir un workhorse comme ça, un running back qui fait le boulot. Messieurs, on va pouvoir continuer ces magnifiques discussions autour de nos gros dossiers. Et pris par un élan de nostalgie, je vais donner la parole à PA. Ouais, alors quand j'ai vu le Red Zone, je me suis dit, bah merde, je me suis trompé d'année, Retour vers le futur, on est en 2016, qu'est-ce qui se passe? Donc ouais, il y a 3 performances où je me suis trompé d'année. Le retour de Vintage Rodgers, avec voilà, une précision folle, 27 sur 35, il a lancé des missiles. C'était ultra impressionnant à voir, et même en sortie de sa poche, c'était juste hallucinant. Je crois qu'il a dépensé, j'ai eu la stat, où il en a parlé, il a dépassé les 100 yards à la course en cumulé. Alors, c'est-à-dire pas de nord-sud, mais vraiment en temps de course, ou en distance de course, il a fait plus de 100 yards sur le match. Andy Dalton, on a un petit peu parlé avec les Panthers, plus de 300 yards, 3 touchdowns. Je me suis dit, bah merde, il a changé de maillot, il est avec les Bengals, qu'est-ce qui se passe? Et puis King Henry, quoi. King Henry à base de gros raffus, 25 portées, 250 yards, 2 TD. Ça m'a fait plaisir de le voir comme ça et de mettre des défenseurs la tête sur le sol. Ça m'a rappelé des bons souvenirs des Titans. Donc ouais, c'est plutôt cool aussi. On a une vague de jeunes talents, de jeunes joueurs, notamment représentés par les nouveaux QB. Ben, écoute, les tontons flingueurs, ils tiennent encore, hein, ils tiennent la route. Et puis, je pense que c'est un mix des deux qui fera que cette année va être peut-être un peu particulière en NFL et assez excitante à suivre, je trouve. Ouais, ça me fait sourire que tu aies parlé d'Henry et les raffus, parce que moi, c'est typiquement ce genre d'action qui m'a fait accrocher pour lui et pour les Titans. Quand j'ai revu ça, j'ai eu le petit pincement au cœur, mais il y avait quand même cette petite fierté en mode ouais, on a bien mangé avec lui, genre fais-toi kiffer dans une équipe qui va gagner un peu cette année, quoi. Parce que là, c'est vrai que non, l'action a été magnifique. Écoute, tu as parlé de 3 joueurs. Du coup, je vais enchaîner aussi, mais sur une thématique bien, bien différente. Moi, je me suis noté la revanche des QB. On a eu entre Sam Darnold, Justin Fields et Malik Willis 3 QB qu'on annonçait un peu nulle part, hein. Ils ont tous commencé l'intersaison et le début de saison avec... Un peu nul, même. Ouais, et puis même, il y avait cette étiquette de ce seront au mieux des backups. Darnold, il profite de la blessure de J.J. McCarthy, qui aurait normalement dû pouvoir jouer avec les Vikings. On ne sait pas s'il aurait start en semaine 1, mais en tout cas, le projet, c'était clairement autour de lui. Et là, il est en train de mener les Vikings en étant magnifique. Et on espère que ça va durer, parce que Darnold, il a déjà eu des pans de quelques matchs comme ça. Moi, j'ai un souvenir de lui chez les Jets, où sur 3-4 matchs, pareil, il est flamboyant. Donc, j'espère que ça va continuer, parce que c'est un QB que j'aime beaucoup. On a Justin Fields, qu'on annonçait derrière Russell Wilson. On disait que c'était lui le gros problème des Bears. Là, je suis désolé, je laisse du temps aux jeunes, hein, mais je vois le début de saison de Caleb Williams avec les armes qu'il a, avec la ligne qu'il a, par rapport à ce qu'avait Justin Fields. Et j'attends encore de voir en quoi Caleb Williams est ce joueur magnifiquement générationnel qui va te transcender cette équipe. Et Malik Willis qui vient punir les Titans. Moi, ce week-end, j'ai vu Derrick Henry, j'ai vu Malik Willis. J'ai pris un coussin et je me suis enterré la tête dedans, quoi. C'était... non, mais vraiment, c'était compliqué. Et pourtant, j'avais ce petit truc où je me disais... Je me suis posé la question, je me suis dit... En vrai, est-ce que Will Levis, c'est mieux que Malik Willis, tu vois, genre, ça a commencé à me faire douter, quoi. Donc voilà. Là, tu t'es posé sur ton canapé, t'as ouvert YouPorn, il y avait tes ex dans un gangbang, t'as pas compris. Non, je venais pour prendre du plaisir. Dont un qui était chez lui en plus, incroyable. Oui, c'est sur ça, ton canapé. C'est ce que j'allais dire, le film était dans mon salon. Ah ouais, non, mais voilà, c'était... Écoute, j'aime bien ces joueurs qui assument, qui viennent, qui montrent qu'on aurait dû plus leur faire confiance, même si ça a été douloureux pour moi ce week-end. Et voilà, je voulais
Je voulais le souligner. Donc, je vais te rendre la parole, puisque toi, tu es aussi un peu dans le concept des espoirs, mais toi, les espoirs déjà abandonnés pour certaines équipes. Ouais, il y a quand même, il y a 3 équipes en 0-3 et pas forcément celles, qu'on s'attendait, pas forcément celles qu'on s'attendait du tout. Parce qu'on va retrouver en 0-3 les Titans, malheureusement pour toi, moi, le premier, je les voyais pas en 0-3 d'entrée et en plus, c'est vraiment les Titans, c'est typiquement l'équipe qui s'est tiré des balles dans le pied sur les 2 premiers matchs Ouais. et qui aurait dû au moins en avoir un. Les Titans, c'est très compliqué de les voir en 0-3. Ils auraient dû être au moins en 1-2, mais c'est vraiment le minimum du minimum. Donc on retrouve les Titans, on va retrouver, derrière les Jaguars. Pareil, les Jaguars qui ont quand même, on les attendait, certains les voyaient contenders en play-off. C'est là où on les attend en tout cas, normalement les Jaguars, on les attend au moins en play-off. Là, je sais pas, moi j'ai pas vu l'autre match, j'ai pas vu le match des Bengals, j'ai regardé celui des Jaguars et des Bills. On avait l'impression, les mecs, ils jouaient contre une équipe de college football, mais même pas un bon niveau. Mm. Ils jouaient Michigan IAM, je sais pas quoi, que tu connais personne. C'était cataclysmique. Donc, Ouais. je vois pas comment ils vont s'en sortir. Non, là, à Non, 0-3, dans cet état-là, j'ai une solution pour qu'ils s'en sortent. Mais bon. c'est Bryce Young. Et, Non, arrête les balles perdues. et la dernière équipe, c'est les Bengals. Les Bengals, je suis désolé, mais les gars, vous pouvez déjà plier boutique parce que cette année, vous irez pas en playoff, c'est déjà réglé. Je sais pas si c'est réglé, mais j'ai l'impression que même si, admettons, il y avait un rush qui finissait par y aller, genre en 9-8 par miracle ou un truc comme ça, il serait en tellement mauvaise position que Non, en tout, mais il n'y a rien dans cette équipe. jamais ils gagnent 9 matchs. Ben, c'est ça, jamais ils gagnent 9 matchs. Ouais. Avec ce qu'ils montrent là, jamais ils gagnent 9 matchs, les gars, c'est impossible. Ouais. Impossible. La défense est mauvaise, quoi. Où est Hendrickson, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gars, pendant l'intersaison? Alors, c'est simple. Les Bengals, moi, j'ai adoré quand ils ont fait leur run au Super Bowl. Et derrière, je les ai trouvés un peu suffisants. Et il me semble que c'est toi qui l'avais dit, ou tout le c'était temps. Alex à ce moment-là. Ouais, c'est moi, ça fait 1 an et demi que je répète que depuis qu'ils sont allés au Super Bowl, j'ai l'impression qu'ils se croient déjà arrivés et qu'ils ont un boulard Ah ouais. énorme, les mecs. Là, c'est vraiment l'impression que ça donne. Les Chase, etc., là, mais des gifs qui se perdent. Franchement, les gars, je comprends pas cette attitude-là. Vous le savez, moi, c'est vraiment. J'aime les gars. Là, par exemple, je pourrais taper sur les Bucks qui ont pris une tannée. Mais ça arrive c'est mon équipe, machin. Ouais, ça arrive de passer à travers un match. Tu sais que les gars, ils sont bosseurs. Là, les Bengals, ça fait 3 matchs où ils montrent rien du tout. Ils se font humilier par les Patriots. Là, ils perdent encore. Contre Washington, non. Contre les Chiefs, à la limite, c'est le seul match où ils ont joué. Et les autres, les gars, vous arrivez en claquette au stade, mais vous travaillez pas. Mais t'as Donc, tout non, il y a dit, un hein. problème. T'as tout dit. La perf contre les Chiefs, tu te dis, OK, ils ont raté leur premier match, why not, on Ouais. pouvait s'y attendre, ils lancent leur saison. Mais je pense qu'il y a vraiment cette réflexion où quand ils voient une équipe moins forte qu'eux, ils sont en mode. Genre Burrow et Chase, ils doivent se regarder en mode vas-y, easy ce soir. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Mais j'ai l'impression que ça arrive à beaucoup d'équipes cette année. J'ai l'impression que les gars, vu qu'il y a beaucoup plus de matchs, ils vont peut-être focus certains. Et on voit beaucoup de surprises à cause de ça. J'ai l'impression qu'il y a des équipes qui disent « Ah, c'est bon, ça va passer ». Ben non, ça passe pas. Ouais, bah Ça enfin, passe pas parce qu'il y a plus de mauvaises équipes, en fait. Ouais, et puis surtout, t'es les Bengals, t'es en AFC Nord, t'es peut-être dans la division où t'as le moins envie de choisir tes matchs. Genre, va gagner les matchs pendant que tu peux en gagner. Là, c'est pas faire offense aux Patriots que de dire qu'avant la saison, je pense qu'on les attendait plutôt dans le top 10 de la draft. Les Commanders, on les attendait aussi clairement dans ce lot-là. Donc, on parle de 2 équipes, en théorie, bottom NFL, parce que sur ce qu'ils montrent, c'est très correct des 2 côtés. Et ouais, t'as des Bengals qui... Moi, vraiment, je pense que c'est l'équipe qui me frustre le plus. Encore plus que les Jaguars. Parce que t'as un niveau de talent, je trouve, au moins en attaque, encore au-dessus. Parce que je préfère la défense des Jags et ils ont d'autres problèmes.
Du coup, PA, quand même, moi je suis un garçon curieux. Tu as dit que tu avais une solution pour les Jags. Je suis curieux de l'entendre et de mettre un peu le feu aux poudres. Moi, ça serait pas sur le terrain que je ferais le changement, ça serait sur la ligne de touche. Ouais, je suis d'accord. Je pense que Doug Peterson, je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'il va faire sa carrière sur le Philly sur la victoire au Super Bowl, et je retire rien. Ils avaient fait une saison absolument énorme, les Eagles, même avec la blessure de Vance. Ils avaient fait une saison vraiment énorme, mais j'ai l'impression que sa carrière se fera que là-dessus. La première saison qu'il fait en reprenant les rênes, elle est superbe. Ils vont jusqu'en playoff avec cette équipe-là. Faut pas oublier que l'année dernière, le début de saison est très bon jusqu'au match à Londres où ils remportent la rencontre contre les Bills et ils sont premiers de conférence, et depuis, plus rien. Là, je crois qu'ils ont enchaîné 9 défaites d'affilée, si tu comptes les 6 de l'année dernière et les 3 de cette année. Il n'y a plus rien dans cette équipe. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Défensivement, c'est censé avoir été un peu amélioré. Ils se sont fait rouler dessus, mais littéralement, par les Bills. C'était effrayant à voir, franchement. Ça faisait peine à voir, même pour eux. Offensivement, Trevor Lawrence, je sais pas, j'ai encore un peu d'espoir sur lui, mais quand tu vois les appels de jeu, c'est juste infâme. Sa ligne offensive, je comprends pas. Enfin, il y a eu une baisse de niveau là-dessus, c'est pas possible. Ils ont rajouté ce qu'on peut considérer comme des bons joueurs. Il a de la pression tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il n'a pas le temps pour lancer. Et le comparatif avec Josh Allen, il était effrayant parce que Josh Allen, sur des lancers, il était plus que dans un fauteuil, quoi. C'était un canapé avec la méridienne, avec tout ça. Hein. Il était confort. Donc, bah oui, tu laisses du temps comme ça à un mec comme Josh Allen, il va te découper, clairement. Donc, je ne mettrai pas encore Trevor Lawrence sur l'échafaud. Ça peut commencer à venir tout doucement, mais pour moi, de nouveau, malheureusement pour lui, mais changement de coaching staff, parce que là, ça va plus du tout et il faut une étincelle. Et je comprends vraiment pas qu'il n'y ait pas eu ce changement-là, justement, en intersaison, quand tu vois la fin de saison dernière où ils se sont vraiment écroulés de manière totalement incompréhensible. Je peux déjà anticiper quelques commentaires qu'on va avoir. Hein. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais justement, comme tu l'as dit, ils sont allés en playoff avec Peterson, on peut pas toujours protéger Trevor Lawrence. » Moi, je fais partie des gens, je suis 100% dans ton camp. Je pense que Trevor Lawrence a du talent, que c'est peut-être pas le talent générationnel qu'on a annoncé, parce que c'est aussi un gars, pour ceux qui n'auraient pas tout l'historique, qui n'avait jamais perdu avant d'arriver en NFL. Ce gars-là ne connaissait pas la défaite. En saison régulière. Ouais, en saison régulière. Et du coup, on parle quand même d'un joueur qui... ok, c'est des surathlètes, ok, les gars, ils jouent au plus haut niveau. Si vous faites, même en amateur, un sport que vous gagnez en non-stop tout le temps, que vous perdez jamais, le jour où il faut appréhender la défaite, où ça se passe un peu plus mal, si vous n'êtes pas parfaitement encadré et que la structure autour de vous n'est pas parfaite, ça peut parfois être difficile de passer au-dessus. Moi, je pense... Alors, on pourrait évoquer un changement sur le banc. Moi, j'ai l'impression que Trevor Lawrence, il s'épanouira surtout ailleurs qu'à Jacksonville. J'ai un peu l'impression que c'est un de ces QB qui pourra passer un cap dans une autre équipe. Mais tu vois l'interception qu'il lance sur Damar Hamlin, c'est pas Trevor Lawrence qui la lance, c'est pour tout l'amour que j'ai pour lui, mais c'est Mac Jones, quoi. C'est Mac Jones chez les Patriots. Et quand il y a eu ce changement-là sur le terrain, bah Mac Jones, il s'est fait aplatir comme quand on était chez les Pats. Donc fondamentalement, c'est pas qu'un problème de QB. Je veux dire, à un moment donné, Jones, il change d'équipe, il se fait de nouveau aplatir. Bon, je veux bien être tout gentil avec le coaching staff, avec tout ça. Pour moi, il y a un vrai problème d'abord de coaching, et si ça se règle pas avec ça, bon bah ok, on voit ce qui se passe sur le terrain, mais c'est dur. Franchement, c'est dur à voir, parce que moi, je les voyais aussi haut justement cette année par rapport à ce qu'ils avaient proposé la demi-saison de l'année dernière. Je me suis dit que cette année, justement, il y allait avoir un petit réveil. L'intégration de Brian Thomas, je la trouve bien, sauf sur le dernier match. Donc, ils ont un vrai receveur numéro 1 dans leur équipe. Il y a des pièces, il y a vraiment des trucs bien, et ça avance pas. Le jeu de course, il est infâme, quoi. Enfin, Travis Etienne, il avance pas, quoi. Il avance pas, et en même temps, la ligne offensive, elle est toujours sur la ligne de scrimmage au moment où lui prend le ballon. Tu regardes d'autres équipes, la ligne offensive, elle est déjà 3 yards devant la ligne de scrimmage. Bah ouais, pour faire des yards, c'est un peu plus simple, quoi, quand il y a des brèches qui se créent. Regarde juste Josh Allen ou le jeu de course des Bills. Hein. James Cook, il a fait un gros match quand il prenait le ballon, ou Derrick Henry, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Derrick Henry, quand il prenait le ballon, il y a des moments, je crois, sur une action, il a 10 yards sans être touché par un mec des Cowboys. Enfin, c'est juste hallucinant. Donc, je sais pas. Pour moi, je pointerais pour le moment uniquement le coaching staff à voir durant la saison si Trevor Lawrence arrive malgré tout à
pour le coup, élever son niveau, à essayer de minimiser ce nombre d'erreurs, notamment les interceptions. Mais ouais, c'est triste parce que pour le coup, c'est une équipe qui était vraiment en bas du classement pendant 2 saisons parce qu'ils avaient eu 2 premiers choix en first pick. Et tu dis, t'aimes bien voir ces équipes-là aussi monter, comme l'avaient fait par exemple les Bengals à une époque avec Burrow, et eux ils stagnent, quoi. Ils ont fait une belle saison, et puis c'est tout, et puis retour à la case départ, donc c'est relou. C'est un peu chiant pour eux. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, je te rends la parole après Doug, mais est-ce que vous pensez de la situation des Jags? Est-ce que vous changez le coach? Est-ce que c'est Trevor Lawrence et c'est un trade? Ou en fait, est-ce que juste l'équipe est nulle et on les voit trop haut? Peut-être. Vas-y Doug, je t'en prie. Doug Peterson, c'est un peu le Ron Rivera, mais en sympathique, tu vois. Il a fait comme Ron Rivera qui a fait sa carrière sur la hype avec Cam Newton. Lui, il a fait pareil avec le Philly et cette finale qu'ils vont gagner. Mais sinon, franchement, là, oui, c'est compliqué. Et par contre, il a du monde autour, mais sur ce match-là en particulier, ça drop énormément. Il est quand même pas aidé par ses receveurs non plus, parce que oui, il y a cette interception qui est horrible d'Hamlin là, parce que le gars est seul, il est démarqué, il peut vraiment, c'est Ridley, non, je sais plus qui c'est, le receveur. Ouais, Kirk, la passe elle est facile et il la fait pas, mais il y en a quand même pas mal qui l'envoient et qui pourraient soulager l'équipe et faire avancer les chaînes, où ça drop beaucoup. Donc on voit que tout le monde est en manque de confiance, et quand tout le monde est en manque de confiance, ça vient souvent quand même du coaching staff. Donc Doug Peterson, je t'attends dans le bureau. Prends ton badge, ton carton. Doug va faire ton solde de tout compte. Voilà, ton attestation employeur. Entre Doug, on se comprend, on n'a pas besoin de se parler, c'est bon. T'as compris ce que je voulais dire. Allez, tu peux prendre Tape sur l'épaule comme ça, allez. Petite dédicace à Alex, tu prends ton sac, ton flambeau, et tu vas rejoindre Denis. Notre décision est irrévocable. Allez. Allez, messieurs, on va avancer. On va parler d'équipes qui vont bien. Ça va être l'heure de donner nos top équipes. Et je vais commencer parce que c'est une équipe dont on a déjà parlé. J'ai mis les Vikings. On l'a dit tout à l'heure. Franchement, la défense tourne très très bien. L'attaque tourne très très bien. Sam Darnold fait un boulot monstre. Justin Jefferson prouve saison après saison, QB après QB, qu'il est le meilleur receveur de la ligue. Et franchement, pour moi, il n'y a pas de débat. Je suis prêt à écouter les arguments des autres, mais je préfère 1000 fois Justin Jefferson à Tyreek Hill, à Ja'Marr Chase. Franchement, même à Mike Evans, qui est très régulier. Non, mais voilà, franchement, Justin Jefferson... faut en profiter, faut qu'on se rende compte, parce qu'un joueur comme ça qui standardise de 1800 yards par saison et qui peut être couvert par 2 joueurs et qui fait quand même ses stats et qui fait quand même bouger les chaînes, il n'y en a pas 50 des receveurs comme ça. Donc voilà, une défense bien orchestrée, un groupe qui a l'air d'hyper bien vivre. On rappelle quand même que TJ Hawkinson est blessé, Jordan Addison est blessé, donc 2 joueurs qui étaient majeurs dans l'attaque l'année dernière. Cette équipe, elle a encore une marge de progression. C'est ça qui est assez effrayant. Donc franchement, bravo à eux. Et tu sais que Sam Darnold est plus jeune que Joe Burrow. Ouais. 1 an plus jeune. C'est assez fou. Non, mais Darnold, vraiment bon joueur. Il arrivait très tôt en fait en NFL, et je pense qu'il y avait toute peut-être la conjoncture avec les Jets. Enfin voilà, c'est difficile aussi de porter comme ça à ce jeune âge dans une équipe pas très bien cadrée. Donc ouais, c'est cool. Moi, franchement, je serais les Jags, j'irais chercher Wilson. On sait jamais, un quarterback des Jets qui réussit derrière. Ah bah là, faut tous les faire. Parce qu'il y a eu Geno Smith, il me semble, c'était le cas aussi, non? Ouais. Geno Smith, il part et derrière, il revit. Et là, Sam Darnold, il a l'air de ressusciter un petit peu. J'ai l'impression que les Jets, ils ont tendance à cramer du QB, quoi. Voilà, du coup, les Jags vont aller sur Aaron Rodgers, en jeune QB qui revit d'un coup. Là, mais non, mais
J'aimerais bien un jour peut-être ouvrir un débat sur Kevin O'Connell. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est vraiment un entraîneur, depuis qu'il est arrivé chez Vikings, j'apprécie énormément tout ce qu'il propose. L'année dernière, il a réussi à faire passer Joshua Dobbs pour un futur Hall of Famer. Alors après, ça s'est un peu écroulé. Attention aussi de voir justement avec ce qui s'est passé l'année dernière que ça ne se refasse pas la même chose avec Darnold. Mais vraiment, ces équipes, elles tiennent vraiment la route. Et pour le coup, je te rejoins, Brian Flores. Je trouve qu'il a pris aussi beaucoup de maturité dans son coaching défensif. Et toi, tu es parti sur Greenard. J'ai beaucoup aimé le match de Van Ginkel, qui était du coup chez Dolphins. Et je sais qu'Alex l'appréciait beaucoup. Il me fait un peu penser, parce que Flores était cordeau défensif chez les Pats quand il remporte le Super Bowl contre les Rams. Il me fait énormément penser à Cal Van Noy. Un mec qui fait ses stats, qui n'est pas forcément dans la lumière, mais quand tu es fan de l'équipe et que tu vois ce joueur-là, il est ultra important dans ta défense. Et Van Ginkel, je trouve que c'est une acquisition énorme. Et j'ai l'impression que surtout Flores a réussi sur cette intersaison à avoir les types de joueurs que lui, il a besoin pour mettre en place sa philosophie défensive. Et que là, tout fonctionne pour le moment, quoi. Ouais, ça tourne vraiment très très bien. Autre équipe qui tourne très très bien, je vais donner la parole à Doug. Tu vas nous parler des Packers qui, sans Jordan Love, arrivent à avancer. Et c'est ça, ils perdent ce premier match un petit peu. C'était un petit peu du pile ou face au Brésil, vu les conditions, etc. Mais s'ils le gagnent, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils perdent leur QB. Et derrière, pour le coup, on a pas mal de monde qui passe leur temps à taper dessus. Mais Matt Lafleur, il fait le taf parce qu'il arrive à prendre Malik Willis. Il lui, on va dire, réduit le cahier de jeu. Il fait en sorte de mettre le jeu sur les épaules de Josh Jacobs. La défense hausse son niveau. Et pour le coup, cette fois, les Packers semblent avoir trouvé la recette au niveau défensif. McKinney derrière récupère et fait des interceptions dans tous les sens, alors que l'année dernière, ça faisait quasiment 2 ans qu'ils n'avaient pas fait d'interception, les Packers. Et là, c'est les premiers cette année là-dessus. Donc, on voit pour le coup, là, une équipe bien coachée, parce que on peut enlever des joueurs. On le voit, le corps de receveur, il est énorme, que tu mettes l'un, l'autre, etc., ça marche. Josh Jacobs fait le taf. Derrière, ils ont Emmanuel Wilson qui arrive, qui fait aussi un match énorme. Donc, il vient aussi soulager Willis. Non, les Packers, ça a une fière allure. C'est bien coaché, c'est bien fait, ça réalise des choses simples et ça marche, quoi. Donc, parce que voilà, en face, c'était que les Titans, on va dire, sur ce match-là. Malheureusement, sans faire injure aux Titans. Non, là, mais le match précédent, ils vont quand même le gagner aussi. Donc, voilà, Willis, il fait le taf. Je pense que c'était son dernier match. On a vu Jordan Love s'échauffer, pas jouer finalement. Je pense que la semaine prochaine, surtout que c'est contre les Vikings, duel de division, et on voit que déjà, avec les Vikings à 3-0, les Lions à 2-1, les Packers à 2-1, bon, après, il reste Chicago qui feront rien, je pense. Mais voilà, on va avoir une NFC Nord très, très disputée. Donc, perdre déjà ce match face à un rival comme les Vikings, ça serait compliqué déjà dans l'objectif d'aller en playoff. Donc, ça va être déjà un match très important. Ouais, franchement, et je passe le coucou à Alexandre, notre camarade Lala Packers des Ballers, qui doit se régaler de ce début de saison. S'arracher les cheveux? Non. Encore une balle perdue. Trop d'années avec Rodgers dans son équipe pour lui en rester. Non, mais franchement, et encore une fois, tu l'as dit, c'est une équipe qui est premièrement bien coachée et deuxièmement qui a encore de la marge de progression. Comme on l'a dit, Jordan Love, il n'a pas vraiment lancé sa saison, il s'est blessé d'entrée. Les receveurs, il y en a 4 ou 5 de bon niveau, avec 2 bons tight ends. Il y a encore moyen de mettre autre chose en place. Et même Josh Jacobs, si je ne dis pas de bêtises, il n'a pas encore marqué de TD au sol, alors qu'il doit porter genre 25 ou 26 ballons par match. Mais il est tellement un point focal de l'attaque que ça ouvre des espaces pour les autres. Il a un peu ce rôle de mec qui va au charbon, qui en prend plein la gueule, mais ça marche. Et ouais, tu l'as dit, une défense qui fait des interceptions, quoi. Après, quand Will Levis il envoie des passes comme ça, J.R. Alexander, il l'accueillit. En fait, quand tu re-regardais cette action, cette interception de J.R. Alexander sur Will Levis, mais
tu peux deviner quasiment 1 seconde et demie avant que le ballon va être lancé ici, tellement que Will Levis, il est pas en Il confiance. regarde. Il Il le regarde trop. regarde, il est fixé dessus, il bouge quasiment pas dessus. Il fait pas d'autres lectures. Ouais, et aucune feinte, même dans la mécanique. Tu te dis pas qu'il va sortir une no-look pass parce qu'il est fan Non. de Patrick Mahomes. Non. C'est vraiment, il regarde le mec, il reste fixé dessus, il lance dans la direction. Franchement, ça facilite le travail, mais ouais. Ouais, bien joué de la défense des Packers. Et ouais, marge de progression énorme dans une div qui va être intéressante à suivre. PA, toi, tu vas nous parler d'une équipe. On l'a déjà un peu évoqué, mais on change un seul homme et là, on retourne la pièce, tout se passe bien. Ça y est, la renaissance, les Carolina Panthers vont aller en playoff, comme je l'avais indiqué durant l'intersaison. Et pour le coup, je les voyais plutôt haut. Bon, effectivement, non, c'est vrai, je les voyais plutôt haut. On pourra faire le replay de l'émission. Je les voyais plutôt haut. Bon, il y a encore du chemin à faire, mais effectivement, je suis autant content pour la franchise et pour France que malheureux pour Bryce Young, quoi. Parce qu'on était tous en train de se dire, merde, si Dalton il arrive à sortir un gros match et que les Panthers gagnent, c'est chaud. Et clairement, les deux se sont passés, quoi. Dalton, on l'a dit au début de l'émission, il a sorti un match vintage de sa part et tout a fonctionné, quoi. Défensivement, ok, ils se prenaient encore 22 points par les Raiders, mais en attaque, t'en mets 36 là où c'était une attaque qui était morte. Enfin, c'était le cœur battait à 0, quoi. Comment dire, c'était nul, quoi. Ça avançait pas. Là, le jeu de course, 131 yards, à la passe 319. Bah, on a l'impression qu'il manquait qu'un QB pour les Panthers, quoi. Ouais. Alors, est-ce que c'est un QB d'avenir? On verra. Mais la ligne offensive, en tout cas, les ajouts qui ont été faits durant l'intersaison, bah, ça fonctionne. Les 2 gardes qui ont été rajoutés, ça tient vraiment la route. Donc, ouais, je suis mi-content, mi-triste un peu de voir que. Est-ce qu'on peut déjà dire que c'est la fin de la carrière de Bryce Young, en tout cas chez les Panthers? Ah oui, chez les Panthers, peut-être. Je suis pas loin de le penser. Le bonhomme a l'air vraiment cassé. Est-ce que ce serait un peu comme Trevor Lawrence de changer d'air? Je sais même pas, mais pour le coup, c'est un peu, c'est un peu une victoire douce amère, comme on dit, quoi. Mais tant mieux pour eux. Ça fait un peu revivre et de voir un peu de football pour les fans des Panthers, tant mieux pour eux, quoi. Tu vois, excuse-moi, mais on parlait des équipes qui travaillent pas. Typiquement, les Raiders, on avait l'impression qu'il y en a aucun qui a ouvert le journal depuis une semaine. Ils se préparaient à jouer Bryce Young. Andy Dalton, on sait quand même ce que ça vaut. Hein, ça fait des années qu'il est dans la ligue. Il était en plus dans la conférence parce qu'il était avant aux Saints. Donc ils savent ce que c'est. Canales, il l'a joué. J'étais au stade quand il était aux Saints et que Canales était aux Buccaneers. Mais je dis des conneries là, du coup je pars en cacahuète. Mais on dirait que les Raiders, ils avaient absolument pas prévu de jouer Andy Dalton. Ils avaient rien prévu pour le contrer. Alors qu'ils jouent pas. Ils ont fait passer Dalton pour Mahomes à l'arrivée. Ouais, ils ont même fait passer Dalton pour meilleur que Mahomes, vu le début de saison de Mahomes, mais ça, c'est un autre débat. Non, mais ouais, franchement, tu vois la performance de Diontae Johnson, qui est un bon receveur. Et les Steelers, même quand il n'y avait pas de QB, c'était un des seuls qui arrivait à se démarquer. Bah là, comme par hasard, tu lui mets un QB qui lance la balle au bon endroit, il éclate la barre des 100 yards, il met un TD. Chuba Hubbard, tout le monde a dit « Ah, attends, petit running back intéressant quand même, à chaque fois que tu lui donnes un peu l'opportunité d'avancer, il le fait pas si mal que ça. » Surtout quand il était doubleur de McCaffrey, que McCaffrey loupait des matchs, bah là, Hubbard, il fait un gros match. Enfin, comme tu le disais, PA, c'est hyper triste pour Bryce Young, mais ouais, quand t'as un QB d'expérience, un QB qui panique pas, un QB qui a confiance, en fait. Parce que Bryce Young, je suis intimement persuadé que du talent, il en a. Peut-être qu'il faut qu'il travaille plus. Mais t'es pas drafté très haut en NFL par hasard. Ça ne tombe jamais de nulle part. Donc, je pense aussi que son aventure chez les Panthers, c'est compliqué. Je le vois pas remettre le maillot, revenir sur le terrain, même l'année prochaine, et se dire ouais, l'intersaison, j'ai bossé avec un coach mental, c'est bon, ça va là-haut. Je pense que tu as besoin d'air frais, tu as besoin d'être mis dans un confort. J'espère que tu vois une équipe genre très solide, très sûre de ses forces, ira le chercher et le mettra en place. Je souhaite jamais les blessures d'un QB, mais tu vois,
tu peux toujours avoir ce scénario où tu as un bon QB d'une équipe fiable qui se blesse, où tu as besoin d'un backup d'urgence parce que tu vas peut-être jouer une qualif en playoff, et j'aimerais que ce genre d'équipe aille chercher un Bryce Young pour leur mettre en confiance, quoi. Tu parles des Dolphins. Alors les Dolphins, moi, c'était mon prono d'avant-saison. Je mettais les Dolphins très bas parce que j'avais aucune confiance en eux. La O-line s'était affaiblie, la défense s'était affaiblie. Et Tua ou pas Tua, je les voyais bas. Donc je trouve pas que ce soit un contexte hyper bon. En revanche, je regarde un peu la liste des équipes qui en cas de perte, ça pourrait être pas si mal. Après, le temps que tu cherches, le souci, c'est qu'ils ont quand même pris des joueurs en attaque pour justement leur assurer, pour monter le niveau. Je parle vraiment de la ligne offensive notamment, et même sur le corps de receveur, parce que Deontay Johnson est un très bon receveur. Xavier et du coup, Leggett. Alors, Deontay Johnson est un très bon receveur. mais ouais, ça a pas du tout cliqué. Après, j'attends de voir aussi Dalton. Attention, sur un match, on sait ce que ça peut être, et puis voilà, ça peut redescendre aussi. Après, comme les Panthers n'ont pas le droit vraiment au bonheur, bah, du coup, dans ce match-là, il y a Thielen qui s'est blessé pour au moins 4 semaines parce qu'il est sur injury reserve. Donc voilà, ils pourront jamais être heureux, les fans des Panthers, j'ai l'impression. Tu vois, typiquement, je connais pas la doublure. Je crois que c'était un rookie de l'année dernière, donc qui est sophomore maintenant. Mais t'es les Lions, t'as un bobo de Jared Goff, genre 8 semaines, il revient pour les playoffs. Genre, tu vois, il se blesse milieu de saison, tu sais qu'il revient pour les playoffs. Tu balances un 4e tour sur Bryce Young. Je me dis, pas une mauvaise idée, tu vois. Les Lions, ils sont sûrs de leur force, ils ont des armes. Après, tu peux aussi te dire, ouais, mais c'est mieux de prendre un vétéran, nan, et tout, mais bon, t'es pas à l'abri d'un bon coup. Imagine-toi, tu vas le chercher pour un 4e, le mec, il te fait 8 matchs de feu, et bah, t'as ton après Jared Goff, quoi, tu vois. Ou t'as une valeur à retransférer. Je trouve qu'en fait, pour une équipe qui aurait besoin comme ça d'une solution de secours, ça peut être le bon plan. Après, je dis un 3e ou un 4e. Est-ce que les Panthers sont prêts à déjà se dire on a vendu la baraque pour un joueur qu'on lâche au bout d'un an et demi? Ça c'est une autre question, mais et je sais poursuivre un peu quelques fans des Panthers, que ce soit notamment en France, mais il y en a deux trois autres qui traînent sur Twitter. Je sais aussi qu'ils en veulent beaucoup au management, qui s'est débarrassé de Burns, de CMC, enfin, il y a pas mal de très très bons joueurs, DJ Moore, qui en fait t'avais pas de raison d'hypothéquer comme ça ton avenir sur des joueurs. Je crois que les 3, ils ont été transférés genre avant leurs 26 ou avant leurs 27 ans. C'est une stat que j'avais lue. Il y a des choix horribles qui ont été faits, et je pense que Bryce Young n'est pas le seul fautif de la situation. Messieurs, nous avons fait les top équipes. On va faire les flop équipes, mais rapidement, puisqu'il y en a certaines qu'on a déjà beaucoup évoquées, notamment la mienne, les Jaguars. Je vais à peu près rien rajouter à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on était obligé de les mettre là. Pour rappel, parce que c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le score, mais ils ont pris une gifle monumentale. Ils ont pris 47-10 contre les Bills, avec beaucoup de marqueurs de TD différents, d'où que tu parlais de gangbang tout à l'heure. Je pense que là, on était bien dans le thème sur ce match. Et ouais. 5 TD sur les 5 premiers drives en plus. Ouais, en fait, ton match, il est déjà mort direct, quoi. Ah, ils sont massacrés. Toi, Doug, pareil, équipe qu'on a déjà évoquée, je te laisse compléter un peu, mais les Dolphins chez les flops. Ouais, on a mis les Dolphins. Ben, les Dolphins, là, pour le coup, ça... Très, très, très compliqué sans Tua, quoi. Très, très, très compliqué sans Tua. On voit que Skylar Thompson, ça fait absolument pas l'affaire. Ils ont essayé derrière... qui c'est qu'ils ont envoyé? Je me rappelle même plus son nom. Tim Boyle, non? Le 3e? Je sais même plus. Non, il me semble que c'est ça. Pareil, le mec se fait défoncer. Et là, il te faut aller chercher un quarterback. Il faut absolument que les Dolphins aillent chercher un quarterback, parce que je vois pas Tua revenir vite et en bonne santé. J'ai un nom parfait pour les Dolphins que j'ai toujours rêvé de voir dans cette attaque. C'est Jameis Winston. Tu gagneras pas énormément,
En revanche, tu vas mettre 40 points par match. Peut-être que tu en prendras tu vas rigoler, hein. 45. Mais ah ouais, là, Tyreek, il a plus qu'à courir tout droit et très loin. Parce que ça, balancer des ballons dans tous les sens, Winston, il sait faire. Moi, je veux Ouais. voir ça. Je veux voir ça entre lui et Waddle. Même à Chain, franchement, le roster des Dolphins, côté attaque, c'est l'équipe de 100 mètres de la Jamaïque. Tu les fous en relais, t'as moyen de faire une médaille. Mettez-leur un mec qui lance le ballon dans tous les sens. Moi, je veux voir ça dans ma vie. Le problème, c'est qu'en défense, t'as l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque. Et Les Rasta du coup, Rockets. c'est les Rasta Rockets, et c'est plus compliqué. Voilà. Ah ouais, non, franchement, Miami, c'est le genre d'équipe. Tu les regardes parce que tu sais qu'il va se passer des trucs dans le match, mais tu sais pas si c'est pour eux, contre eux, comment, pourquoi, mais ça va se passer. Là, ce week-end, ils m'ont fait de la peine. Franchement, ce week-end, ils m'ont fait un petit peu de peine et ça, voilà, c'est pas ce qu'on veut voir parce que franchement, oui, moi l'année dernière, ils m'ont régalé. Ils mettent des 70 points aux Broncos, etc. T'as envie de voir cette attaque qui tourne et qui explose dans tous les sens mais là, voilà, c'était très 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 dur. Là, je plains Alex. Je comprends qu'il aille se réconforter chez Denis Brognard le mardi plutôt que regarder les matchs le dimanche. Pour ça, il fait plus de rewind, il veut plus parler des Dolphins. Il préfère annoncer des potentielles bonnes nouvelles pour l'avenir que de revenir sur le massacre du week-end précédent. Voilà, moi, je fais front avec mon équipe en 0-3. Putain, peut-être que les Titans seront la dernière équipe à gagner un match cette année. Hein. Quand tu vois Jaguars et Bengals, ça va jouer entre nous et les Jags, je pense. Hein. Les Bengals vont quand même gagner avant nous. Ce serait terrible. Je connais pas le calendrier, mais ce serait terrible pour eux. Théa, de ton côté, pareil, équipe qu'on a juste évoquée lorsque j'ai parlé de mon employé de la semaine, mais tu as mis les Niners en flop équipe. Ouais, juste pour répondre, tu sais contre qui ils jouent les Titans la semaine prochaine? Oh putain, on joue les Jags? Non, les Dolphins. Oh alors peut-être. Voilà, donc possible 2 équipes à 1-3. Ah non, mais tu vois, ça y est. Non, mais ça y est, j'ai trash talk. Les Dolphins vont te lancer un autre QB, on ne sait pas qui c'est, et ils vont nous ouvrir de 30 points. Hatchain va faire une perf 225 yards, et il sera au four, au moulin, à la passe, à la réception. Donc voilà, bon bah le match du front officito. Ouais, exactement. Le front officito, c'est vrai. Ouais, moi en flop équipe, on en a rapidement parlé, parce qu'on a parlé des Rams, mais moi je mettrais les 49ers parce que où est passée cette défense des 49ers qui est censée aplatir tous les QB adverses, où est passé le coaching staff, même si Shanahan a de plus en plus, malheureusement, je dirais, cette réputation d'être un formidable dessinateur de schéma. Mais en tant que head coach, je commence vraiment à me poser des questions sur sa faculté à apporter une équipe jusqu'à la victoire finale. Quand les matchs sont un petit peu accrochés, j'ai l'impression que lui, ses fils se touchent, quoi. Vraiment, ça déconnecte complètement. Il y a pas de motivation dans cette équipe, j'ai l'impression. Et pour le coup, offensivement, elle a vraiment fait le taf. Purdy était présent. Tu en as parlé. Moi, c'était mon joueur de la semaine. C'était Jawan Jennings. Je l'ai changé parce que c'est vrai que dans une défaite, et en plus, je parlais des Niners, je voulais mettre en avant Jayden Daniels. Mais pour le coup, il n'y avait pas de raison de le perdre, celui-là, quoi. Tu mènes 14-0 puis 21-7 et tu te fais remonter comme par une équipe B, malheureusement, en plus des Rams, parce qu'ils ont énormément de blessés. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe dans cette équipe. Et tu pourrais mettre ça sur le compte d'une petite erreur de parcours, d'une faute d'inattention, parce que justement, tu étais trop à l'aise, parce que tu menais, et puis un match intra-division, tu peux te faire un peu rattraper. Ouais, ok, ça peut s'entendre, mais sauf que la semaine dernière, ils se font ratatiner par les Vikings. Sur un match aussi où potentiellement ils pouvaient le gagner. Donc ça commence à faire beaucoup dans une division. Les Seahawks, eux, ils perdent pas de temps. Alors peut-être qu'ils vont aussi ralentir à un moment donné, mais pour l'instant, ils montrent de très bonnes choses. Ils sont à 3-0. Bah attention les gars, quoi. Attention, la saison, elle est certes longue, mais elle peut se raccourcir très rapidement. Il suffit aussi d'une sale blessure en attaque ou en défense. Bah ta saison est déjà morte, quoi. Donc je comprends pas ce qui se passe. Après le premier match contre les Jets, on s'était dit waouh, c'est bon, ils sont repartis du bon pied. Ils avaient vraiment roulé sur New York. Là, tu sais pas ce qui s'est passé sur les 2 dernières semaines, quoi. Donc moi je veux bien l'absence de CMC, l'absence de Debo sur ce match-là, mais
Enfin, je sais pas où est passé Ayuk, quoi. Le mec, il a chialé toute l'intersaison pour avoir son contrat à 30 millions. Il fait 48 yards avec des drops infâmes. Enfin, à un moment donné, les gars, soyez sérieux, en fait, quoi. Je sais pas, je comprends pas. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que le mal doit être un petit peu plus profond. Je pense qu'on en a un petit peu aussi trop fait de cette ligne offensive. Trent Williams est un excellent joueur. Le reste, moi, j'ai trouvé un peu quelconque. C'est-à-dire que c'est des bons joueurs dans le système Shanahan et c'est des bons joueurs sur le jeu de course. Sur le jeu de passe, j'ai l'impression que c'est un peu plus délicat, où ils laissent un petit peu plus passer la défense adverse, quoi. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. J'arrive pas à trouver un point qui fait que l'équipe ne performe pas. En tout cas, sur ce match-là, la défense ne performe pas. Je m'inquiète pour eux, quoi. Vraiment, je suis inquiet pour eux. D'ailleurs, Williams a été touché pendant le match. Je ne sais pas à quel point c'est grave ou pas, mais ce serait une énorme perte pour eux. Après, je serais moins catégorique que toi sur la O-line. Alors oui, le système Shanahan, de toute façon, quand tu vois Jordan Mason courir là-dedans, tu te rends compte qu'en fait, n'importe quel running back constitué de 2 jambes ferait des yards dans cette attaque. Moi, on va dire que je tape aussi toujours sur le même, mais en fait, quand je vois Purdy en face de Stafford, je sais quel genre de joueur j'ai envie d'avoir dans mon équipe. Je suis désolé, quand tu as Matthew Stafford, pour moi, il fait partie de ces QB où on l'a vu avec les Rams, il a perdu longtemps chez les Lions, équipe de merde à l'époque. C'était clairement pas les Lions de maintenant. Le mec, les Rams, ils ont voulu faire all-in, ils ont pris Stafford, ils ont gagné direct. Là, tu as un gros match, tu as des situations un peu dures à gérer. Le gars, il n'a pas ses 2 meilleurs receveurs. Et ben en fait, il trouve des solutions. Alors, il n'est pas tout seul. Le foot, c'est probablement le sport où tu es le moins tout seul et où tu fais peut-être le moins les diffs en solo. Mais ouais, j'ai l'impression que chez les Niners, il y a plein de petits ressorts comme ça. Peut-être que Shanahan est plafonné dans les matchs serrés, peut-être que Purdy est plafonné dans les matchs serrés. Et vas-y, Doug, je sens que là, tu as envie de défendre Purdy. Ah ouais, je vais défendre Purdy parce que je suis pas du tout d'accord avec toi sur ce match-là. Et de toute façon, Purdy, moi, je trouve vraiment que c'est un bon QB. Sur ce match-là, il fait 22 sur 30, 137 de rating, 292 yards, 3 touchdowns. Et sur le 22 sur 30, sur les 8 passes qui n'y arrivent pas, il y a 6 drops de ses coéquipiers. C'est-à-dire que lui seul, il a 2 passes qu'il ne fait pas bien. Je pense pas qu'on peut lui dire que la défaite lui est coupe. Non, c'est sûr. C'est pour ça que je ne remettre sur lui. Je mets pas tout sur sa tête, mais tu vois, est-ce que c'est un mec qui t'inspire confiance quand tu arrives dans une fin de match serrée, quoi? J'ai l'impression qu'il crée pas la peur. Et c'est un truc qui est pas mesurable, mais je trouve que dans tous les sports, dans toutes les disciplines, tu as ce truc de quand tu crées de l'inquiétude chez l'adversaire, bah tu as un edge en plus. Et pour moi, Purdy, il fait pas partie de cette catégorie de joueurs. T'as pas de crainte, genre tu te dis il reste 1 minute 40, on a 5 points d'avance, drive Niners, c'est une fin de match serrée, on a perdu. Tu voyais Brady, Rodgers, Breeze, enfin, tous les tops, mais je pense même que tu l'as sur des QB en dessous comme Stafford. Quand tu dois défendre le drive de la victoire contre Stafford, s'il a toutes ces armes qui sont là, t'es un peu en mode fait chier, on lui a laissé 1 minute 40. T'as ça avec Purdy, bah en fait ta réflexion c'est plutôt bon ok, on surveille CMC, on évite les big plays de Debo et on croise les doigts, quoi. Ouais, sauf que là sur ce match-là, il joue sans CMC, sans Debo et Oui, sans c'est le sûr. meilleur tight end de l'histoire pour PA parce qu'il n'y a pas Kittle non plus. Donc si tu veux. C'est sûrement ça qui a fait la différence d'ailleurs. Exactement. Et franchement, Purdy sur ce match-là, il est à une passe complétée en plus de gagner. Donc vraiment, on peut pas dire que ce soit sa faute si le match est perdu. Et je pense même que s'il n'avait pas été là et que tu mettais un autre QB, ils se font défoncer par les Rams parce que McVay, il est arrivé, il a tapé pareil un petit peu sur l'épaule à Kyle Shanahan. Il lui a dit allez garçon, retourne à tes études un petit peu. Tu n'es pas à mon niveau. Ouais, en tout cas, je ne spoil rien, je ne tease pas trop. C'est possible que les quarterbacks et leur niveau soient un futur sujet chez nous. N'hésitez pas à nous dire si pour vous, Purdy, c'est... allez, il y a 32 titulaires. Est-ce qu'il est plutôt entre 1 et 8, entre 9 et 16, entre 17 et 24 ou entre 25 et 32 ? Divisez un peu la NFL en 4 catégories de starters et dites-nous où est-ce que vous le mettez à peu près.
Je suis curieux. Je pense que Purdy fait partie des QB où le range est très large. Où il y en a, ils vont te dire, non mais un peu comme toi, d'où ils vont dire, attention, respectez-le. En fait, il est peut-être 7-8, il est régulier, nan. Top 5. Ok. Et t'en as certains qui n'auront pas fumé un joint avant de déclarer ce genre de truc-là, qui vont être peut-être un peu plus raisonnables, qui vont te dire, ouais, il est entre 8 et 14. Et t'en as peut-être d'autres qui seront un peu extrêmes et qui vont te dire, non, mais fous-le chez les Panthers, il est pire que Bryce Young. Voilà, j'attends d'avoir un peu l'avis des gens. Moi, je suis pas de cet avis-là non plus, hein, je suis un peu plus mesuré que ça. Mais en fait, je suis curieux de savoir un peu l'opinion dans la communauté. Donc voilà. N'hésitez pas à nous dire où est-ce que vous situez Brock Purdy. On en parlera en live. Hein. Ouais, c'est possible. C'est possible. Les autres matchs, qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué cette semaine? C'est un peu l'heure du compte-rendu. On en a très très vite parlé, mais les Jets ont battu les Pats 24-3. Match très sérieux d'Aaron Rodgers. Les Giants ont battu les Browns. Des Browns toujours aussi amorphes. Les Colts ont battu les Bears dans un duel où les deux QB n'ont clairement pas brillé. Les Eagles ont battu les Saints quand même dans un match qui s'est décidé dans le dernier quart. À souligner, entre le match au Brésil et celui-ci, ça fait 2 matchs où en fait les Eagles sont pas flamboyants, mais où ça va quand même chercher la victoire contre des équipes un petit peu sérieuses. C'est pas beau, il y a plein de choses à améliorer, mais chez eux, ça gagne quand même des matchs, alors qu'il y a encore de la marge. Curieux de voir où est-ce que vont aller les Eagles cette saison. Les Steelers ont battu les Chargers dans ce qui était un match entre deux équipes invaincues. Match un peu biaisé par la blessure de Justin Herbert qui pourrait rater le prochain match. Visiblement, il a une petite rechute de sa blessure à la cheville. Les Broncos ont battu les Bucks, pareil, rapidement évoqué par Doug, mais globalement, en matchant des Bucks, pas trop d'enseignements. Bonix a quand même fait un beau match côté Broncos. Les Ravens ont battu les Cowboys qui ont passé un 19-0 dans le 4e quart, mais ça n'a pas suffi pour valider la remontée. Les Ravens avaient fait le boulot avant, mais globalement, 2 équipes qui ne rassurent pas totalement pour l'instant. Les Lions ont battu les Cards 20-13 dans ce qui était... alors, ça a surtout marqué en première mi-temps, mais ça a été un match hyper intéressant à voir. Et enfin, dans les matchs que nous n'avons pas évoqués, les Chiefs, quand même en 3-0, sont allés gagner sur le terrain des Falcons, encore aidé par le 12e homme équipé d'un drapeau. Voilà. Messieurs, sur ces matchs, rapidement, je commence par PA. Un petit truc qui t'a marqué sur cette volée de matchs qu'on a très peu évoqué? Beaucoup de matchs, parce que du coup, beaucoup de surprises. Il y avait quand même pas mal de matchs 50-50, et pour le coup, on a eu des surprises, des matchs avec des scores un peu fleuves, des matchs un peu plus serrés. J'ai pas trop aimé certaines attitudes sur certains matchs, côté Saints notamment, et il y avait un autre match aussi les Ravens, qui jouaient sale, quoi. Enfin, on va dire honnêtement, Trevor Penning chez les Saints, c'est un boucher pas possible. Il s'est fait flaguer, tant mieux, mais bon, il a blessé Darius Slay sur l'action, donc c'est stupide à souhait. T'as pas envie de voir ça sur un terrain de football. Et pareil, du côté des Ravens, notamment sur le dernier quart, où tu sentais qu'ils commençaient à avoir la pression, où ils jouaient un peu plus sale, et ça me dérange un petit peu. Maintenant, après, sur les matchs en eux-mêmes, écoute, c'était une semaine surprise, quoi. Et du coup, ça rabat les cartes. Et finalement, il n'y a pas trop d'équipes à 3-0. Il n'y a pas non plus d'équipes à 0-3, parce qu'il n'y a que 3 équipes qui n'ont pas encore gagné. Donc, c'est une NFL plutôt homogène cette année. Donc, c'est plutôt agréable pour le coup, je trouve. Et de ton côté, Doug? Ouais, non, c'est vrai, c'était le premier sujet que j'avais mis dans le gros dossier, beaucoup de surprises et beaucoup d'homogénéité. Ouais, on l'a dit rapidement, match sans des Bucks, on voit qu'il n'y a rien qui... Moi, je me suis attardé un peu plus sur celui-ci, hein, mais tu vois très vite les jours sans où il n'y a rien qui va, où ça tombe jamais du bon côté, où tu te réveilles, tu fais tomber la tartine par terre sur le côté du beurre, tu te fais une tache de café derrière, voilà, tu sais que c'est ce qui s'est passé le matin quand Mayfield s'est levé. Donc tout le monde est passé un petit peu à travers, et il va falloir... resserrer les boulons, mais comme on est sur une équipe travailleuse, ça devrait le faire. Et après, oui, quelques surprises, mais franchement, on se régale, hein, sauf effectivement dans les pics mais sinon, on se régale. On espère qu'on va se régaler autant en semaine 4. On a un Thursday Night Football entre les Cowboys et les Giants. Donc sur le terrain des Giants, 2 équipes qui sont en 1-2. C'est un duel de division.
C'est pas la plus belle affiche de ce qu'on a pu avoir le jeudi depuis le début de la saison, hein, mais écoutez, moi j'ai l'impression que le match, et je vous laisserai rebondir là-dessus après, mais j'ai l'impression qu'il est vachement plus dans les mains des Cowboys que dans les mains des Giants, dans le sens où au bout d'un moment, si tu as les Cowboys du 4e quart-temps là, contre les Ravens qui ont passé un 19-0, qui ont été un peu plus sérieux, avec un Prescott qui a commencé à trouver des connexions, il n'y aura pas trop de débat. Si on a les Cowboys de la première mi-temps, les Giants auront une ouverture parce qu'ils sont capables d'embêter des équipes. Je sais pas ce que t'en penses, PA. Ouais, moi je me suis noté au niveau des Cowboys une attaque beaucoup trop unilatérale. Ça dépend beaucoup trop du jeu à la passe. Hein. Dak Prescott, et pour le coup, Prescott, encore une fois, fait une très bonne saison. On peut rien lui reprocher. Mais le jeu de course, il est inexistant. La ligne offensive a baissé de niveau, quand même, faut le dire. Tu parlais de Jefferson en top 1 receveur. Moi, j'ai CeeDee Lamb qui est vraiment, vraiment pas loin. Alors, il fait un fumble extrêmement coûteux le match dernier contre les Ravens. Mais voilà, en termes de talent, il se positionne là. Heureusement qu'ils l'ont. Parce que franchement, sinon, c'est le désert. Alors, Prescott a trouvé des cibles dans la end zone sur le dernier match. Mais ouais, c'est dur à voir. Personnellement, je l'avais un petit peu teasé ou j'avais un petit peu des craintes là-dessus. Ils avaient fait un très bon premier match, mais derrière, c'est un petit peu plus dur quand même. Et défensivement, ouais, je sais pas si c'est uniquement la paire de Dan Quinn, mais c'est beaucoup plus faible que ce qui était attendu. Et ouais, il y a des plaquages manqués à tout va. Enfin, c'était pas beau à voir. Franchement, le match contre les Ravens, c'est pour le coup, les Ravens, s'ils l'avaient perdu, ils pouvaient s'en prendre qu'eux-mêmes. Bon, ils l'ont gagné. Ouais. Le débat n'est pas ouvert, mais bon, attention à eux. Et puis les Giants, il y a Malik Neighbors. C'est bien, c'est un très bon choix de draft. C'est très bien. C'est très très bien, ça doit faire du bien aux fans des Giants. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi? Défensivement, ils ont un petit peu tenu, mais contre une équipe des Browns, voilà, s'il te plaît, quoi. C'est peut-être la pire ligne offensive de la saison pour le moment, et il y a de la concurrence quand même. Donc à voir. Si la défense des Giants, ou en tout cas le front seven, commence à bien se mettre, ça peut devenir une équipe intéressante à regarder. Je pense que la ligne offensive n'est pas si horrible que ce qu'on peut en dire. Maintenant, ça dépendra beaucoup de Daniel Jones, encore une fois, mais écoute, si Nabers, s'il arrive à faire un petit peu du Jefferson ou du Marvin Harrison, comme ce qu'ils peuvent faire, et essayer d'être au maximum ouvert pour faciliter les lancers de Jones, ça peut être un match un peu indécis. Donc ouais, à voir sur ce match, je mettrais quand même les Cowboys moins en favori. Mais ouais, vu ce qu'ils ont proposé sur les 2 derniers matchs, les Cowboys, je ne serais pas étonné d'un petit upset de la part des Giants. Ok. En tout cas, je peux dire que Trey, il a déjà oublié la saison rookie d'Odell Beckham. Là, il voit Malik Neighbors. Il est allé à la prochaine brocante du sport. Il va aller faire du troc de maillot. Non, mais ouais, et pour rebondir côté Dallas sur ton dossier de tout à l'heure, lui, Zeke Elliott, il n'est pas de retour en 2016. Hein. Il fait de la peine. Hein. Ah ouais, c'est pas beau à voir. C'est compliqué. Les Cowboys, ils font peur. Vas-y, Doug, enchaîne. Les Cowboys font peur. Les Cowboys font peur parce qu'ils sont mauvais sur leur identité. Les Cowboys, depuis des années, c'est les tranchées, une ligne offensive qui est très bonne, une bonne ligne défensive et une grosse défense. Et puis, c'est personne vient gagner à la TMT Stadium. Là, ils sont à 3 défaites d'affilée à l'arrivée parce qu'ils perdent ce match précédent contre les Ravens. Ils se font humilier par les Saints la fois d'avant. Et ils se font humilier par les Packers en finale de playoff l'année dernière. Donc, on a l'impression que ce qui faisait l'essence même des Cowboys est en train de disparaître. Et là, on ne peut pas dire que c'est les QB parce qu'il fait une très belle saison, comme vous l'avez dit, notre ami Prescott. CeeDee Lamb fait une belle saison. Ferguson, le tight end, est pas mauvais. C'est vraiment la défense qui est à un niveau vraiment beaucoup plus bas que ce qu'on pouvait s'y attendre. La ligne offensive et le jeu de course qui n'y arrivent pas du tout. Donc, quand tu es mauvais sur tes fondamentaux, derrière, c'est du pile ou face tous les week-ends. C'est un petit peu le souci. Si on regarde les équipes qui gagnent, c'est les équipes qui sont vraiment solides sur les lignes et en défense. Et après, on vient rajouter du talent. Là, il y a du talent, mais par contre, il n'y a aucun fondamental. Donc, ça marche pas. Et en face, on va avoir les Giants. C'est typiquement ça. Hein, c'est pareil. Pas très solide sur les fondamentaux. Du talent avec Malik Neighbors.
Pareil, très compliqué le jeu de course, même s'ils ont Singletary, c'est quand même pas la panacée. Voilà, ils ont perdu quand on voit ce que Barkley fait avec les Eagles. Donc, ouais, là, c'est pas vraiment du 50-50 parce que logiquement, mais cette année, il n'y a aucune logique, mais logiquement, les Cowboys devraient s'imposer. Mais bon, c'est un match sympa quand même pour jeudi soir parce que on va chercher les enseignements. Ouais. Ouais. Et puis, comme vous l'avez si bien dit tous les deux, mais avec le nombre de matchs serrés depuis le début de la saison, on a beaucoup de bilans resserrés. Et du coup, t'as pas des Cowboys en 3-0 qui jouent des Giants en 0-3 et où tu te dis, bon, peu importe le résultat, ça va pas changer le truc. En termes de pronos, j'avoue que ouais, je vais dire les Cowboys quand même, mais oh là là, je devrais être catégorique et en fait, j'ai du mal à l'être et pourtant, ouais, Prescott fait sa saison, les cibles sont là. Hein. Ferguson, il a eu un bobo au deuxième match, mais là, il était de retour. Il a fait un gros match, même Jalen Tolbert dans Cooks. sa deuxième année, Brandon Cooks qui est toujours là, CeeDee Lamb. Je veux dire, il y a des belles cibles. Mais ouais, quand t'es pas bon dans les lignes, et surtout, et c'est un sujet un peu thématique de l'épisode, hein, mais moi je suis pas fan du coaching à Dallas, je suis pas du tout fan de ce qui est fait en attaque, j'ai l'impression que c'est ultra stéréotypé, et que heureusement que t'as le talent de CeeDee Lamb pour créer du déséquilibre dans les défenses en face, parce que sans ça, franchement, une blessure de CeeDee Lamb, je pense que les Cowboys gagnent pas beaucoup de matchs, quoi, malgré cette défense qui peut être intéressante sur le papier. De toute façon, j'ai ramené des canistrelli de Corse pour accueillir McCarthy à France Travail. Hein. On va se prendre le café, un petit canistrelli, et pareil, il va partir avec Doug Peterson dans pas longtemps. Hein. Allez, je change mon prono, je mets Giants. Un peu d'audace, là. Ça m'a convaincu. J'ai envie de le voir pointer à France Travail. C'est parti, on met les Giants. Ouais, je pense qu'il finira la saison. C'est pas la culture des Cowboys de se débarrasser du coach, mais... Ah, mais c'est quoi leur culture ? C'est les saisons où tu gagnes 12 matchs de saison régulière, tu vas te faire poutrer en play-off. Les saisons où tu gagnes pas 12 matchs de saison régulière, de toute façon, tu gagnes pas en play-off. Franchement, j'en ai un peu marre du gâchis qu'ils sont en train de faire. Quoi. Après, ça semblait quand même une semi-reconstruction du côté des Cowboys. Donc, pour moi, c'est pas étonnant. Après, oui, je te dis, culturellement, ils le font pas. Culturellement, les Packers, ils se débarrassent pas non plus de leur coach en cours de saison. Et ils l'avaient fait avec McCarthy. McCarthy, merci. Donc oui, est-ce que c'est lui qui fera que la culture va changer ? Mais non, pour l'instant, pour moi, ça n'a rien d'étonnant du côté des Cowboys. C'est un peu décevant. Mais pour moi, c'était une semi-reconstruction. Donc, est-ce que Jerry Jones y verra aussi de cet œil-là ? Je ne sais pas, mais c'est un peu triste à voir, mais c'est pas étonnant, je trouve. Ouais, en tout cas, cette division, ça n'arrivera probablement pas, mais je ne serais pas mécontent que les Commanders fassent un petit rush et soient surprenants. Parce que franchement, les Eagles me font pas plus kiffer que ça. Les Cowboys sont hyper décevants. Et bon, les Giants, ils vont avoir besoin d'un peu de temps et autre chose que Daniel Jones pour espérer briller. Messieurs, on a fait un très bon tour, un tour très très complet de cette semaine 3. Le prochain épisode, ce sera donc le preview déjà de la semaine 4. Et avant ça, j'ai failli oublier, heureusement que tu as levé ton doigt, pour ceux qui n'ont pas d'image, le petit point prono, le petit point sur les pronostics faits par l'équipe du front office. Où est-ce qu'on en est du classement ? Alors, dans le classement, on a Trey qui était aussi en forme que son équipe sur le premier match parce qu'il n'a pas fait ses paris. Donc, il est toujours à 16 points. Et derrière, on a un peloton qui s'est resserré avec GG à 25, Alex à 25, Anto à 25, PA à 25. Voilà, là les cartes sont rebattues et je suis premier avec 27 points. Mais les cartes se sont rebattues dans l'équipe et GG est en train de nous faire une remontada. C'est surprenant. En tant que Nostradamus, si je ne gagne pas, c'est un peu surprenant aussi. C'est ça. En tout cas, il y a quelques hot takes de début de saison qui vont devoir être éprouvés dans le temps. Mais tu vois, par exemple, j'avais annoncé Seahawks qui gagnent leur ZIV. Force est de constater qu'après 3 matchs,
C'est une jolie direction qui est Tu les avais Mais- annoncés au Super Bowl, commence pas à revenir dessus. Ah non, mais justement, j'avais déjà annoncé qu'ils allaient c'était gagner Lawrence MVP du Super Bowl, il a annoncé. Ah oui, En ça, fait, par il contre, balance c'est tout et délicieux. n'importe quoi. Et de temps en temps, il nous fait attendez. Oh. Mais oui, je suis ce joueur de basket qui prend 12 shoots quand met un seul, mais celui qui rentre, il est tellement beau qu'on se rappelle que de celui-ci. C'est ce que j'ai dit dans la preview avec Alex. GG, c'est le 80-20. Il va dire 80% de dinguerie, mais les 20%, on va le retenir. C'est comme Michael Jordan en finale NBA. Je crois sur les 3 points, il fait un 0 sur 14 durant tout le match. Et il fait un 2 sur 2 à la fin pour gagner le titre. Bah, GG, c'est comme Parlez ça. de quoi? C'était la sixième finale basket. Sport de préau. Ah, Ouais, voilà. le fameux sport de préau, ouais, exactement. Non, mais notamment un Travis Kelce, pire saison en carrière en dehors de sa saison rookie, c'était dû annoncer aussi. Je pense qu'on va continuer dans cette direction. Donc, Attendez la fin. Travis Kelce, Non, mais c'est pas maintenant qu'on l'attend. il joue, ouais, non, mais voilà, il va se réveiller à partir de la semaine 15, mais statistiquement, quand tu vas regarder ses stats en saison régulière, il va te faire une petite saison à 770 yards, 3 TD, tu te diras, putain, c'est Travis Kelce. Il a un peu déconné, et puis arrivé au premier match de playoff, il va faire 128 yards de TD, et on se dira, bon, bah ok, on a compris l'idée, quoi. De toute façon, ils n'ont pas besoin de lui, ils sont en 3-0, ils ont Rashid Rice, les arbitres, c'est tout droit. Pour l'instant, Et Kelce, il a... Metz, j'ai mangé son Taylor nom. Swift. Il a Taylor Swift dans le plumard, il a autre chose à faire, le mec, en ce moment. en ce Elle moment, est en tournée, il se voit pas beaucoup. Ouais. en ce moment, c'est Elle est au pas stade ça. à chaque fois. Ouais, grave, elle a le temps de venir le voir. Hein. Les On la mains, voit plus, elle, que le match, d'ailleurs. Ouais, c'est pas sur le ballon qu'il a les mains en ce moment, très clairement. Ça, on peut vous l'annoncer. Et il drop les ballons, en tout cas, ça c'est sûr, on le voit. Elle, il l'a pas droppé. Hein. Allez, sur ces belles paroles, messieurs, on va se laisser. Salut les beaufs. Ouais, exactement. Cet épisode sera épinglé sur Pornhub. Sponsorisé par RMC, merci les copains, merci à tous. Ah non, tacle pas les gros médias. Si un jour on a besoin d'un partenariat, après ils vont dire... Tu sais, ces mecs-là sombres, 7 ans après, ils vont te ressortir un extrait d'épisode où tu as critiqué quelqu'un avec qui tu bosses, là. Comme les joueurs, là. Un peu Adrien Rabiot qui t'expliquait que c'était un titi parisien et qu'il adorait Paris. Là, tout le monde lui ressort les extraits en ce moment. Alors... Non, on vous aime bien à RMC, et si vous voulez nous filer des studios pour faire des lives, on est preneurs. Messieurs, on va se laisser là-dessus. On vous souhaite, selon le moment où vous écoutez cet épisode, une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouvera pour le preview de la Week 4 et vive le football.